Comme tu veux, tu me dis. J'obéis. Ça fait Politburo quand même. L'université, quel élan pour la société? Vous le savez, c'est le thème de cette seconde table ronde de ce colloque. Elle s'inscrit, cette table ronde, dans l'actualité, puisque vous le savez, une nouvelle loi sur l'université est en préparation pour le premier semestre 2013, nous dit-on, et elle viendra à l'issue des assises de l'enseignement supérieur et de la recherche qui se sont déroulées dans toute la France et qui ont été clôturées ici même il y a tout juste une semaine. Chacun cherche son portable. Pardonnez-nous, on va faire au mieux pour que vous ayez un son correct. En guise d'introduction extrêmement brève, je voulais simplement vous proposer ou vous suggérer qu'on aurait pu retourner la proposition et non pas intituler ce débat « L'université, quel élan pour la société ?» ou du moins pas seulement, mais y ajouter « La société, quel élan pour l'université ?» C'est pas pour le plaisir de jouer avec les mots, même si c'est toujours un plaisir, mais c'est vraiment parce qu'il me semble qu'une partie de la réponse est là. Elle est dans le regard que nous portons sur l'université, elle est dans le rôle que nous lui assignons, notamment au moment des choix d'orientation, elle est dans la confiance que nous lui accordons ou pas. Ce n'est pas évident de donner de l'élan à la société quand on a le sentiment de ne pas être reconnu à la hauteur de ses qualités, à la hauteur de ses ambitions. Et il me semble que c'est une partie importante de la question. Et la composition de notre plateau, que je vous présente immédiatement, tendrait à prouver que les organisateurs de cette journée auraient pu, et ont peut-être d'ailleurs inversé les propositions eux aussi dans leur tête et ont fini par choisir cela. Norbert Alter, bonjour. Vous êtes sociologue, professeur à Paris-Dauphine, ça c'est ce qui est indiqué sur le programme. Il faudrait préciser que vous avez également passé des années dans un autre monde, celui de l'entreprise, c'était à France Télécom. Vous avez publié plusieurs ouvrages, L'innovation ordinaire, Donner et prendre, et le dernier, La force de la différence, itinéraire de patrons atypiques, c'est, je vous le donne en mille, aux presses universitaires de France, paru récemment. Et vous développez une conception du management qui articule sciences humaines et sciences de gestion, un sujet qui pourrait peut-être, ou une articulation du moins, qui pourrait intéresser les universités, voire les universitaires en ce moment. À vos côtés, Emmanuel Etis. Bonjour Monsieur le Président. Président de l'Université d'Avignon. La question du regard que la société porte sur l'université est au cœur de votre dernier ouvrage qui s'intitule « Les films de campus ». Je crois qu'on vous l'a montré d'ailleurs lors de la première table ronde, mais je le remontre. Il n'a qu'un défaut, c'est qu'il est sorti chez Armand Collin, mais à part ça, c'est un bouquin formidable. Les films de campus, qui est un ouvrage qui s'intéresse à toute cette production cinématographique essentiellement nord-américaine, qui se situe sur des campus ou qui met en scène des personnages d'enseignants-chercheurs. On l'oublie trop souvent, Indiana Jones est un enseignant-chercheur, et Emmanuel Etis et Damien Malinas, qui est ici présent également, et qui est co-auteur de l'ouvrage, pardon, Damien Malinas, de ne pas vous avoir cité tout de suite, s'interroge sur les effets que ces représentations peuvent produire, à travers le poids qu'ils peuvent avoir dans les imaginaires, les effets qu'ils peuvent produire socialement, économiquement, politiquement, dans le rapport qu'un pays peut entretenir avec son enseignement supérieur. À ma gauche, Laurent Habib, bonjour. Président de l'agence Babel. Drôle de nom pour une agence, parce que si on se retourne vers l'Antiquité, ça c'était mythologie, ça s'était mal terminé, mais vous nous expliquerez que l'histoire ne se répète pas forcément. Votre ambition, en tout cas au sein de cette agence, est d'amener des professions qui se parlent peu ou qui se parlent mal à mieux se comprendre et à innover dans cette société de l'immatériel à laquelle vous avez consacré un opus aussi bref que percutant, La force de l'immatériel, pour transformer l'économie, paru aux presses universitaires de France. Enfin, Geoffroy Lauveau, vous êtes philosophe, bonjour, chercheur au Centre international de philosophie politique appliquée de l'Université Paris-Sorbonne. Vous avez fait un doctorat sur la question de l'université. Enfin, je sais que le thème était plus précis que ce que je viens de formuler, et vous le reformulerez bien mieux que moi. Et puis, quelques jours avant le deuxième tour de la présidentielle, vous vous étiez inquiété publiquement des propositions, ou la maigreur des propositions, si je vous ai bien lu, du candidat François Hollande en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, et vous aviez prédit à l'époque qu'aucune réforme de fond ne serait conduite et que tout le poids de l'ambition de démocratisation allait peser sur la seule université que vous invitez à penser en sortant des carcans idéologiques habituels. En guise d'introduction, alors on va faire, si vous le voulez bien, comme
vous avez procédé avec Emmanuel Laurentin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va essayer de tisser un échange avec la salle, mais peut-être pour ouvrir tout cela, quelques questions à nos intervenants, et notamment retour sur ce sondage dont on vous a parlé en début d'après-midi, ce sondage sur les Français et le savoir, commandé par la GMF et par les PUF, parce que c'est en lisant ce sondage que je me suis dit que la société avait certes besoin de l'élan de l'université, mais que l'inverse était au moins aussi vrai. Et j'aimerais bien, à tous les cas, de vous passer la parole sur cette première question. Quand on dit aux Français l'université diffuse-t-elle des connaissances fiables, ils répondent oui à 89%. Bon. Mais enfin, c'est parce qu'on agrège, comme on le fait toujours, les plutôt d'accord et les tout à fait d'accord. Et si on prend seulement ceux qui sont plutôt d'accord, on en a quand même 70%. C'est-à-dire qu'au fond, la réponse, c'est pas oui. La réponse, c'est oui. C'est pas cette conviction absolue que l'université diffuse des connaissances fiables. Et je voulais vous demander si vous n'avez pas le sentiment que l'élan, ou le défaut d'élan, commence pas par la crise de confiance dans les sciences en général, dans le progrès, ce qui affecte forcément l'université, qui tire l'essentiel de sa légitimité, justement de sa capacité à produire des connaissances valides. À tout seigneur, tout honneur, on va peut-être commencer avec un président d'université. C'est une question bien difficile. D'abord, il faudrait se poser la question de savoir si elle est bien posée, parce que j'étais un petit peu étonné par ce sondage, y compris par rapport à la position du savoir. Quand on demande, nous en parlions pendant la pause, à quelqu'un, est-ce que vous pensez que le savoir est important, et qu'on voit effectivement des taux de sondage sortir, oui, je vois mal quelqu'un aujourd'hui dire non, c'est pas important. Je crois que c'est vraiment très, très important de le dire. Après, qu'est-ce qu'on appelle savoir? Ça aussi, les philosophes de la première table l'ont dit, c'est une question qu'il faudrait s'exposer. Voilà. Enfin, là, c'est sur la fiabilité. C'est-à-dire, est-ce que l'université, les universitaires disent vrai? Je pense que les universitaires d'abord disent vrai, je ne vais pas vous dire le contraire en tant que président d'université, mais on oublie souvent, et je crois que quand on est confronté à l'université, c'est d'abord que l'université, c'est l'enseignement par la recherche. Et l'enseignement par la recherche, c'est forcément un enseignement qui doute et qui apprend le doute et l'esprit critique à la base. C'est ce qui nous différencie, nous, universitaires, des universités, de tout type de formation supérieure différente. L'enseignement par la recherche dès la première année de licence, c'est réellement la singularité des universités qui amène vraiment à réfléchir, et donc, quand on nous propose des sondages aussi, à poser ce type de questions sur l'esprit critique. Je tiens à dire d'ailleurs que par rapport à ce sondage, moi j'ai toujours des chiffres en tête, et sur la fiabilité des choses, j'étais très étonné de voir effectivement la situation qu'on nous expose par rapport à plus de connaissances, à l'heure où précisément aujourd'hui on se rend compte, et nous savons nous dans les universités, que on a quand même 15% d'illettrés en France, qui est quand même quelque chose de très important à partir de 35 ans, parce qu'on le savoir baisse aussi avec le temps, et surtout un sondage plus important sorti il y a quelques années qui avait été produit par l'OCDE, qui montre que nos savoirs ne nous permettent pas en France, j'insiste en France, d'avoir la mobilité sociale suffisante pour pouvoir exister dans le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable, avec le savoir que vous avez en poche, de prendre une ligne de bus, de décoder une ordonnance? Vous savez que le premier problème des Français en termes de maladies, c'est de ne pas savoir décoder l'ordonnance pour prendre le médicament. Et ça, c'est la mobilité sociale aussi. C'est des petits savoirs, mais des savoirs qui sont peut-être moins imposants que les savoirs universitaires, mais que l'université interroge. Comme il y aura de moins en moins de généralistes pour faire les ordonnances, le problème va disparaître. Une toute petite question quand même. L'enseignement par la recherche, d'accord, mais ce qu'on a vu se développer ces dernières années dans les universités, c'est plutôt des cours de méthodologie, on apprend le métier d'étudiant, j'allais dire, alors que dans d'autres modèles, je pense notamment au modèle anglo-saxon, vous avez un enseignement par la recherche dès les premières années qui, en tout cas dans la forme pédagogique, semble beaucoup plus affirmé, beaucoup moins d'heures de cours. On demande beaucoup plus aux étudiants d'aller au contact des sources, j'allais dire en bibliothèque physique ou virtuelle d'ailleurs, de produire. Est-ce qu'on a une structure pédagogique qui est adaptée à cela ? Je crois qu'on est dans les universités constamment en train de réfléchir aux structures pédagogiques. On a mis en place depuis quelques années ce fameux plan qui est le plan réussite en licence, par exemple, qui visait à faire réussir plus fortement nos étudiants, c'est-à-dire éviter ce que nous connaissons tous, les décrochages à la fin du premier semestre, puis à la fin de la première année universitaire, qui pose de vraies questions sur d'abord l'orientation. Est-ce qu'on est bien orienté à l'université ? Et je crois que c'est l'enseignement supérieur global qu'il faut observer en France aujourd'hui pour voir à la sortie du baccalauréat, que ce soit baccalauréat technologique
ou baccalauréat généraliste, comment on construit l'orientation de nos étudiants pour pouvoir réussir leur parcours universitaire, ou BTS, ou DUT, ou classe préparatoire. Et on voit que ces orientations-là posent aussi beaucoup de questions sur l'idée de la réussite, et intégrer l'idée de la réussite dès la première année, c'est quelque chose d'à la fois novateur, et qu'il faut pouvoir porter, mais réinterroger sans cesse, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des différentes générations d'étudiants. Les générations d'étudiants aujourd'hui sont face à nous, non pas comme cette salle, mais hier j'étais dans un cours, oui, tout le monde a son écran. Déjà, il y aurait des écrans normalement. Voilà. Tout le monde a son écran d'ordinateur face à soi, et tout ce qu'on est en train de dire est souvent vérifié immédiatement par les étudiants qui vous interpellent. On dit, écoutez, là, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit la bonne date ou la bonne référence. C'est évidemment quelque chose avec lequel on doit composer, mais avec lequel il faut être aussi rassuré. Je veux dire, c'est une preuve de confiance. On doit aujourd'hui prouver ce que l'on expose, et je pense que c'est aussi quelque chose de très intéressant dans l'évolution même de notre métier en tant que tel. Norbert Alter, vous qui avez passé un certain nombre d'années dans le monde de l'entreprise, c'était, je le rappelais, à France Télécom, et qui est passé du côté de l'université, à Paris-Dauphine, est-ce que vous avez le sentiment que, collectivement, il y a une confiance de la société dans l'université suffisante pour que l'université puisse prétendre donner de l'élan à la société sur ce qui fait sa force, et qu'Emmanuel Etis rappelait à l'instant, c'est-à-dire notamment cet enseignement par la recherche, qui permet à la fois, quand la recherche trouve, de dire le vrai, de dire voilà, on a trouvé ça, et qui en même temps, j'allais dire d'un même mouvement, instille le doute, l'esprit critique, la capacité à interroger, la pensée disruptive dans l'esprit des gens. Je pense que les chiffres, même en les interprétant le moins possible, indiquent que les gens font confiance à l'université pour comprendre le monde infiniment plus qu'au monde politique et qu'au monde confessionnel. C'est déjà quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre des interactions immédiates auxquelles faisait référence tout à l'heure Madame Monique Contos-Pervert. C'est-à-dire qu'on peut contester l'autorité de l'expert, l'autorité du chercheur, en lui disant c'est pas mon avis, oui. Mais au fond, on continue à considérer que l'université est quand même le lieu qui représente, qui produit, qui évalue les connaissances et auquel on se réfère pour comprendre le monde sérieusement. Je crois qu'il faut bien distinguer les choses qui sont de l'ordre de l'interaction quotidienne de celles qui sont du rapport à la connaissance et au savoir. Alors sur le savoir, et là je partage tout à fait l'avis de mon voisin, sur la question des savoirs, je crois qu'il faut se demander un petit peu plus peut-être de quoi on parle. En fait, l'université dispense des savoirs, mais de types différents. Il y a des savoirs qu'on peut considérer comme des stocks de connaissances qui sont régulièrement renouvelés par la recherche et qu'on transmet aux étudiants. Bon, c'est une partie du métier, c'est une partie de la fonction universitaire. Mais il y en a une autre qui est beaucoup plus intéressante du point de vue pédagogique et beaucoup plus intéressante pour la société, c'est que les univers transmettent des modèles d'analyse, des concepts qui permettent aux individus de se faire une idée du monde de manière indépendante des dogmes de toute nature. Et ceci est tout à fait important. Et puis, il y a un troisième aspect qu'on oublie très souvent de mettre en évidence lorsqu'on parle de la question des savoirs et des connaissances dispensées par le milieu universitaire, c'est que nous formons aussi des acteurs sociaux. C'est-à-dire que, au moins dans les sciences sociales, et en particulier les sciences humaines, ce qu'on explique aux personnes qui sont en face de nous, c'est qu'elles ont une capacité à définir le monde qu'elles vivent, et que le monde n'existerait pas sans ces capacités collectives et individuelles. Et de ce point de vue-là, nous avons bien évidemment un rôle, et nous jouons un rôle extrêmement important dans la constitution de la société, mais je voudrais juste en donner un petit exemple très concret. Beaucoup d'universités
ont des étudiants en formation continue de plus en plus nombreux. Et c'est un véritable plaisir pour les enseignants de travailler avec ces gens-là, parce que qu'est-ce qu'on fait? On ne leur apporte pas des connaissances. C'est pas ça du tout, le métier d'enseignant en l'occurrence. On théorise leur expérience. Et donc, on a là un espace de production de la connaissance pour l'enseignant et de consommation, si je puis dire, mais active des connaissances de la part de l'étudiant en formation continue. Ce dernier aspect me semble extrêmement important. On n'en a peut-être pas, on l'a peut-être pas suffisamment abordé dans la table ronde précédente, c'est-à-dire que les sciences humaines et sociales ont pour effet, indépendamment de la connaissance de l'histoire de la pensée, de produire de façon légitime la construction du monde qui est le nôtre. C'est pas rien. Et on avait interrogé, et je vais vous demander de montrer une petite vidéo, petite pastille, c'est la numéro 5, puisque les organisateurs étaient partis à la rencontre d'étudiants, d'enseignants, et l'une d'entre eux, Valérie, s'exprimait justement sur ce sujet. Ça me permet de réfléchir par moi-même, d'avoir une autonomie de pensée, de pouvoir être libre. C'est la 5, pardon. Ou c'est moi qui ai une mauvaise mémoire? J'ai une formation initiale d'éducatrice spécialisée et j'ai voulu reprendre des études parce qu'au niveau de la réflexion sur ma pratique, il me semblait que j'étais limitée. Et les études à l'université par rapport aux études dans des organismes privés, c'est vraiment apprendre à penser, je trouve. Et c'est ça qui me plaît, une ouverture d'esprit, une vision du monde un peu plus large. Et voilà. Voilà ce petit confirmation finalement qui nous vient de ce micro-trottoir de Valérie, qui est éducatrice spécialisée. Apprendre à penser, l'ouverture d'esprit, la vision du monde plus large. Merci Norbert Alter pour cette première intervention. On va terminer avec les universitaires. Ensuite, Laurent Habib, je vous passerai la parole. Geoffroy Lauveau, même question sur le statut de l'université, sachant que vous étiez un petit peu inquiet en disant, si on ne réforme pas l'éducation, c'est-à-dire ce qui va venir avant de manière suffisamment volontariste et robuste, l'université seule devra porter le travail et la mission de démocratisation, sous-entendu accueillir des profils d'élèves extrêmement variés et pas forcément tous préparés à rentrer à l'université. Il y en a certains qui étaient montrés d'ailleurs dans le film Entre les murs. C'est un très court extrait que je vous propose de regarder aussi. Film tiré du roman de François Bégodeau. Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir des connaissances? Non. Un petit peu de saveur peut-être, un peu de profondeur. Un petit peu de profondeur, même si après, ça me sert dans mon métier. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjectif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser, et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Déjà. Si je devais réagir à la question et pas au film, je redirais un petit peu ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que peut-être que la mise en question de la place de l'université dépend de différentes choses. Peut-être d'abord, nos étudiants maîtrisent beaucoup plus les savoirs. C'est-à-dire qu'on a des étudiants face à nous qui, justement, ont un degré d'information beaucoup plus important que ce qu'on pouvait avoir avant. Il y a une diffusion d'informations plus massive dans notre société, donc effectivement, peut-être que l'université n'apparaît plus d'abord ou en premier comme le lieu du savoir, comme vous le citiez, c'est-à-dire peut-être qu'il y a 70% des personnes qui répondent à un oui moins franc. Donc il y a une information qui est diffusée plus massivement. Il y a cette chose-là. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on est aussi dans un regard qui est franco-français, et ce regard franco-français, c'est aussi un regard d'un système à deux faces, un système de grandes écoles et un système d'université. Et je crois, et c'était un petit peu le sens de mon papier plus que ce que vous en avez retenu, je pense, l'idée c'est de dire que l'université a souvent été le parent pauvre dans l'histoire de l'enseignement supérieur français, et que on a une formation prestigieuse, tous les enfants des élites sociales partent vers les grandes écoles ou quasiment.
sauf pour certaines formations qui sont historiquement dans les universités comme le droit par exemple ou la médecine. Et du coup l'université apparaît peut-être un peu discréditée dans ce système-là. Et je trouve ça très dommage parce que je suis universitaire et purement universitaire. Je trouve ça très dommage que justement l'université n'incarne pas peut-être plus fortement. C'est ce qui m'a un peu surpris dans ce sondage, que le oui soit pas plus franc justement. Et que faudrait-il pour qu'elle l'incarne plus fortement ? Mais un certain nombre d'initiatives, un certain nombre d'idées ont été formulées, notamment dans la première table ronde, avec l'idée d'avoir des formations plus diverses en premier cycle. Je sais que Louis Vogel va parler tout à l'heure. J'ai participé avec lui à Assas à la conception d'un parcours réussite, justement en première année, qui visait à donner des fondamentaux de culture à des étudiants qui allaient se spécialiser dans des domaines. Donc des initiatives de ce type-là, c'est-à-dire redonner des bases culturelles et permettre aux étudiants de mieux se spécialiser, par exemple. Ça redonnerait une exigence universitaire, mais je sais que beaucoup d'universités le font et justement ont pris conscience de ça, que la concurrence avec les grandes écoles était déloyale et que du coup il était nécessaire à la base de leur redonner une culture plus importante pour pouvoir mieux appréhender la spécialité et peut-être au bout leur donner également plus de débouchés. Parce que c'est vrai que Jean-François Ballaudet en parlait tout à l'heure, il parlait de cette formation humanité management, je crois que c'était ça le nom de la formation. Moi je trouve ça passionnant parce que moi quand j'ai fait la philosophie, on me disait tu seras chercheur, enseignant-chercheur, c'est à peu près tout. Et si tu n'es pas enseignant, tu n'es rien. En 10 ans, en 15 ans maintenant, j'ai vu que le discours des universitaires a changé et c'est une bonne chose. Parce qu'on peut être évidemment enseignant-chercheur, mais on peut être autre chose. C'est-à-dire il y a des passerelles vers des métiers, ça se diversifie. Et du coup l'université redevient vraiment attractive. Et ça c'est une très bonne chose. Ce sont des pistes de solutions en tout cas. Merci Laurent Habib pour clore ce premier tour de table. Comment vous voyez tout ça ? Vous ne faites pas partie du monde universitaire. En revanche, votre métier consiste à produire et manier du sens, des symboles, des savoirs qui sont derrière, que vous essayez de faire vibrer le cas échéant, à travers telle ou telle proposition en termes de communication ou de publicité. Comment vous voyez cette évolution du rapport au savoir et la place que l'université occupe ? Oui, pour être absolument franc, j'étais universitaire. J'ai enseigné pendant quelques années en droit et puis j'ai décidé de faire de la publicité. Et après, je me suis dit qu'il fallait que j'enseigne à nouveau. Et donc j'enseigne aujourd'hui et j'ai écrit au PUF en me disant qu'il fallait que ce soit des livres qui soient un peu considérés comme sérieux et universitaires. Donc j'ai fait une sorte de boucle. Et je suis très heureux d'être ici pour parler justement de ces frottements indispensables entre le monde de l'université et le monde de l'entreprise et de la façon dont j'y vois une formidable avenir pour l'université. Mais puisque vous vous interrogez sur ce sondage, moi je dois vous dire que ce sondage, il faut le remettre dans un cadre beaucoup plus général, qui est l'état des autorités représentatives dans tous les domaines. Les élus, les médias, les titres de presse, les experts, les médecins. Il n'y a pas une autorité qui ne soit pas remise en cause aujourd'hui par le double effet du digital et de la médiatisation. Aujourd'hui, le drame, c'est que l'expert, c'est celui qui a choisi TF1 pour demander son avis. Et puis, il est expert d'un jour, et puis il est plus expert le lendemain. Vous avez des gens qui sont des grands philosophes parce qu'ils font des émissions de télévision à 23h. Alors, comme on les voit beaucoup, ça devient les grands philosophes de référence. Et je suis pas sûr que l'université les reconnaîtrait comme les meilleurs philosophes. Il y a un système global d'exposition des autorités qui fait qu'on affaiblit les autorités dans tous les domaines. Donc votre sondage est plutôt pas mauvais pour l'université, même si je pense qu'en réalité c'est mou, mais c'est mou, c'est pas désastreux comme c'est le cas pour les médias. Quand on compare la légitimité, mais je vous regarde parce que quand on demande aux gens si l'information qui vient des médias leur paraît légitime ou s'ils préfèrent l'information qui vient de leur père, ils préfèrent l'information qui vient de leur père. Si on demande si un patron d'entreprise est légitime pour parler de l'entreprise ou si on préfère être informé par les salariés de l'entreprise, on répond par les salariés. Alors c'est déjà pas mal de se dire que de temps en temps on trouve que l'université est un lieu de savoir et que le savoir n'est pas uniquement produit par nos collègues sur Wikipédia. Donc la difficulté, c'est que pour construire de l'autorité dans le monde
d'après ce monde plat, puisque nous sommes dans un monde plat. C'est qu'il faut reconstruire des modes de différenciation. Il faut reconstruire des modes de légitimité de l'information qui est juste, de l'information qui est experte, de l'information qui a autorité scientifique. Il faut recréer des modes de différenciation. Donc la difficulté, je n'ai pas de solution, mais la difficulté, c'est que chacun des métiers qui sont soumis à cette critique absolue du monde plat doivent se préoccuper de reconstruire une forme de légitimité qui leur est propre. Donc le politique, vous voyez bien qu'il y a une tentative de désexposer la fonction présidentielle pour lui redonner de la légitimité. C'est intéressant ce qui est en train de se passer parce qu'on voit que c'est un rapport nouveau avec les médias. Il y a une sorte de mitterrandisation du politique. Alors ça, voilà, c'est une tentative qui est devant nos yeux. Je ne sais pas si elle va réussir. Vous avez la différenciation qu'essayent d'avoir certains chefs d'entreprise qui font moins de médias. Vous avez la différenciation que font certains médias en étant plus tournés vers la recherche d'une information vérifiée et unique. Il est certain qu'un média qui reproduit une information que vous trouvez sur le net n'a plus une valeur ajoutée considérable. Et puis l'université, elle doit se préoccuper de recréer des modes de différenciation. Alors là où je m'interroge un tout petit peu, c'est de savoir si la recherche est la bonne voie. Mais je vous pose la question en tant que professionnel du côté de l'entreprise, c'est que je pense que dans les modes de différenciation, d'abord, il faut peut-être produire un savoir qui est différent du savoir disponible. Moi, je trouve le savoir disponible, ça a été évoqué tout à l'heure, est plat. Quand vous faites une recherche sur Internet, vous trouvez toujours la même information 10 fois, 12 fois, 14 fois, et c'est toujours la même chose. Vous n'avez plus jamais une pensée profonde. Et mon fils, qui a 23 ans, je ne vous parle pas de celui qui en a 3, mais a un mode de réflexion qui est comme ça, c'est-à-dire qu'il reste toujours en superficie comme ça des sujets, parce qu'il n'y a plus cette pensée verticale. Alors, si on veut recréer de la pensée verticale, l'université, c'est un lieu. Si on veut créer une pensée qui est questionnée et qui est questionnée plus durablement qu'elle l'est sur Internet, alors l'université peut être un lieu. Il faut trouver des modes de différenciation de l'autorité, sinon il n'y a pas d'autorité. Voilà, c'est le sujet, il est uniquement dans la différenciation. Est-ce que sur ces... Oui, Emmanuel Etis. Si on était interpellé en tant qu'universitaire, je crois que avant de résoudre en une fois ces grandes questions, il faut aussi s'interroger sur la manière dont l'état des débats se construit. On a eu la semaine dernière ici les assises de l'enseignement supérieur et on voit à travers la réflexion qui est conduite dans les assises de l'enseignement supérieur qu'on aura du mal à concilier, que le vrai problème c'est la conciliation de tout ce qu'on attend de l'enseignement supérieur. Puisque quand on résume l'enseignement supérieur en France, en tout cas, on attend 3 choses de l'enseignement supérieur. On attend 1, qu'il forme les élites. On attend 2, qu'il forme des citoyens, autonomes, responsables. Et on attend, 3e chose, qu'il insère professionnellement nos générations. Alors, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on peut concilier ensemble ces 3 considérations pour notre jeunesse, citoyens, insertion professionnelle et élite? La réponse de la France, jusqu'à aujourd'hui, c'est de séparer. C'est de séparer, il faut quand même parler clairement des choses. On sépare les élites d'un côté, dans l'enseignement supérieur. On sépare l'insertion professionnelle en pensant que les écoles d'ingénieurs, bon voilà, c'est le summum. La connexion avec la recherche, encore. Et puis on sépare ailleurs. Ça dépend encore. Des endroits, ça dépend des endroits, oui. Mais votre réponse même, ça dépend des endroits, prouve bien que la recherche n'est pas imprégnée partout. Parce que ça ne se fait pas partout. Ça ne se fait pas, notamment dans les plus qu'il y a une vingtaine d'années. Ça se fait plus, mais ça se fait pas encore partout. Et puis l'insertion, évidemment, l'insertion professionnelle, ça se fait ailleurs. Et puis voilà, on laisse quelquefois, on a laissé longtemps à l'université le fait de former des citoyens avec un socle de connaissances. Et puis on verra ce que ça va donner pendant très longtemps. C'est plus le cas aujourd'hui, Dieu merci. On a beaucoup de formations professionnalisantes. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que notre pays est prêt à se rassembler pour pouvoir dire oui, il y a un lieu qui s'appelle l'université qui va former dans l'enseignement supérieur, en se disant que toutes ces 3 choses, citoyens, insertion professionnelle, formation des élites, ça doit aller ensemble, et qu'en plus, j'insiste, on doit être formés tous ensemble. Je suis très étonné que notre pays accepte que des élites soient formées à part. Et la seule réponse qu'on a trouvée à ça, c'est de la discrimination positive pour faire rentrer dans certaines écoles des jeunes de classes défavorisées. Entendez bien le mot, de classes défavorisées. On reste sur un raisonnement de classe sociale. Je pense que l'enseignement supérieur est un lieu merveilleux où on peut tous se rassembler le temps des études pour être formés tous ensemble, et que ça, c'est vraiment le défi que nous avons à relever. Et comment on les attire alors, ces fameuses élites? Là, je me tourne vers vous, c'est pas...
Non, mais c'est parce que vous faisiez référence. Vous l'avez pas formulé dans ces termes-là, hein, mais oui. Vous avez dit à un moment le problème de l'université. Enfin, je vous reformule. Je l'espère mieux que l'article que visiblement j'avais mal lu, mais vous avez dit voilà qu'il y a une problématique au niveau de l'université qui est qu'un certain nombre d'élèves et vous aviez parlé des héritiers, quoi, pour le dire vite. Bon, oui, mais je avaient une tendance à ne pas choisir l'université et que le défi c'était de les amener à choisir l'université dès le premier cycle. Oui, alors le défi, c'est dès le premier cycle. Parce que si la question, c'est de savoir si on attire des élites, on les attire dans l'université. On les attire, mais plus loin. Absolument. Ou plus exactement, ils reviennent plus loin et ils poussent les autres. C'est quelque chose d'assez surprenant. J'imagine que tout le monde a eu cette expérience, mais quand on arrive en 3e année de licence, ce qui était la licence à mon époque, on réalise que déjà la moitié des élèves, ou les 3/4, viennent de prépa. Et puis, quand on arrive en thèse, et quand on termine sa thèse, quand on achève sa thèse, ou qu'on a l'agrégation, etc., là les élèves d'université, les étudiants d'université, il n'y en a quasiment plus. Donc on les attire déjà. Je ne pense pas que le problème, ce soit d'attirer les élites. Le problème, c'est de les attirer avant. Et ça, moi, mon point de vue est pessimiste, est fondamentalement pessimiste. Je ne pense pas qu'en France, dans certaines formations, on soit capable de le faire. Je pense qu'on est capable. Je pense qu'on a été capable de le faire. Historiquement, c'est la fonction de l'université. Je pense que Napoléon a tué l'université au XIXe siècle en créant des systèmes qui étaient parallèles. Je pense que le système des grandes écoles a tué l'université pour certaines formations et que c'est très très difficile de réattirer des formations d'élite à l'intérieur de l'université pour les formations qui sont concurrencées par les grandes écoles. Je pense que malheureusement c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est pas un objectif souhaitable, mais je dis que les mécanismes disponibles sont très faibles et d'autant plus qu'on a des écoles qui passent leur temps à réfléchir aux moyens d'attirer à nouveau les élites et de se concurrencer elles-mêmes les élites. Là, je songe à Sciences Po et à la façon dont Sciences Po a établi des bicursus depuis quelques années qui coupent l'herbe sous le pied de Normal Sup, puisqu'il y a un effet d'aubaine pour des étudiants qui ne vont pas aller en prépa pendant 2 ans et souffrir pendant 2 ans, mais on va avoir une formation d'élite à Sciences Po pour bien réussir. Et ces étudiants, j'ai rien contre eux, parce que j'en ai à Sciences Po, ils sont fantastiques, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment un jeu inégal qui se joue avec des grandes écoles qui continuent à attirer les élites. Le seul moyen que je vois pour l'université, c'est de créer des formations justement plus ambitieuses qui ne sont pas proposées par les écoles. Ça, c'est le seul moyen. Ça se fait, mais je suis très pessimiste quant à leur réussite et à leur capacité à drainer la masse des élites. Laurent Habib, vous vouliez intervenir ? Oui. Je crains d'être un peu excessif, mais je vais essayer de donner un regard un peu différent de ce qu'on entend d'habitude de la part des chefs d'entreprise. Moi, je crois que la professionnalisation est au savoir ce que la drague est à l'amour. C'est-à-dire que... On peut considérer que c'est un préalable quand même ? En fait, je pense que c'est une erreur d'orientation majeure qui est issue d'une économie pensée par les années 80 et pas de l'économie moderne. Moi, ce que je vous dis, je crois profondément. Je crois qu'apprendre à des gens une professionnalisation, ça correspond à une époque où l'entreprise était pensée par des gens du consulting comme un lieu de business méthode, de process, de petits savoir-faire facilement accessibles. L'entreprise qui se construit comme ça, elle est morte. Elle est déjà morte. L'entreprise moderne, elle se base sur des savoirs originaux, sur des pensées profondes, sur des idées appuyées dans la pratique, sur de l'innovation et de la créativité. L'entreprise moderne, elle n'est pas construite sur des process reproductibles. Ce qui veut dire que la professionnalisation, qui est du papier-mâché du savoir, est une erreur d'orientation. Ce qu'il faut, c'est reconstruire des savoirs authentiques sur lesquels l'entreprise peut construire les nouvelles générations de valeurs. Donc, je crois absolument pas, moi, à cette logique-là. Et de ce point de vue, il faut redifférencier l'université et de la professionnalisation et des grandes écoles. Il faut aller à nouveau vers l'essence d'un savoir profond et inspirant pour les entreprises. Vous verrez que les entreprises viennent en chercher. Moi, je veux des philosophes, je veux des artistes, je veux des gens qui sont allés chercher l'histoire de l'art, des gens qui sont allés comprendre les Chinois, des gens... Moi, j'en ai rien à foutre de types qui sont allés apprendre pendant 3 ans des méthodes qui sont du papier mâché de boîtes de consulting qui sont toutes déclinantes.
Et donc ça n'a aucun intérêt. Donc il faut arrêter, c'est pas possible, on peut pas dire que l'université c'est ça. Redonnez à l'université sa différence et vous verrez que les entreprises viendront y chercher de la valeur et de l'inspiration. Donc moi je suis vraiment, et pardon, peut-être que je m'emporte, mais il faut avoir le courage d'être soi-même quand on est à l'université. Et moi j'en ai marre parce qu'en plus ce discours des grandes écoles est en train de nuire parce que finalement c'est celui qui en plus est le mieux placé dans cette logique de la professionnalisation qui dit aux autres, écoutez, comme il y a beaucoup de besoins, vous pouvez aussi essayer de professionnaliser les gens du dessous. C'est complètement idiot. Il faut proposer une alternative radicale. En tout cas, moi je crois à ça et en tant que chef d'entreprise, je crois à ça. Voilà. Merci Laurent Habib. Norbert Alter, voilà. Merci, je crains d'avoir fait un peu de mélanchonisme là. Un zeste. Mais bon, un zeste, mais ça m'a fait du bien. Non, mais c'est bon, ça a fait du bien à tout le monde, je crois. Norbert Alter, dans la vraie vie, les managers, puisque vous vous intéressez à ces problématiques de management, est-ce qu'ils sont aujourd'hui suffisamment nombreux à croire et surtout à mettre en œuvre un discours tel que celui que Laurent Habib vient de tenir, ou est-ce que finalement le monde justement de l'entreprise reste quand même marqué par les process des consultants que vous dénoncez et ne continue pas quand même à chercher de la conformité, de la reproduction sous un discours, ça je l'entends, qui est un discours de la différence, de la disruption, on veut des gens pas pareils. Enfin, quand on regarde les recrutements dans les grosses boîtes du CAC 40, ça saute pas aux yeux non plus. Et quand on met en place un dispositif, qui est destiné justement à trouver de la place aux philosophes, aux sociologues, aux littéraires et aux sciences humaines dans l'entreprise, comme Phoenix, comme Elsa, il y a plein de dispositifs qui ont été mis en œuvre. Ça fait pas un triomphe. Mais pardon, je précise ma pensée, c'est pas un sujet c'est pas un sujet des disciplines contre d'autres disciplines, c'est de la profondeur par rapport à la superficialité. Excusez-moi, mais je précise mon propos parce que le problème c'est d'avoir des lettrés de licence, c'est d'avoir des grands lettrés. Non, je crois qu'il faut pas confondre comment dire ça, les connaissances avancées par le management pour expliquer la légitimité d'une décision et l'idée de l'intelligence et de l'efficacité que les décideurs se font des outils qu'ils utilisent. Comprenons-nous bien, en un mot, il est tout à fait possible d'imaginer une situation assez courante d'un manager qui met en place un process qu'il sait être inefficace, inutile et absurde, parce que ou il a égoïstement intérêt à le mettre en place, ou tout simplement parce que le système de gestion le contraint à mettre en place le dispositif en question. Et nous avons dans nos universités de plus en plus de personnes qui vivent ce type d'expérience. Et on a là un marché émergent qui est tout à fait intéressant du point de vue de l'université et du point de vue de la diffusion des connaissances. En un mot, un indicateur. Quand on regarde les revues de management, les revues un petit peu sérieuses, et les autres également, et qu'on regarde les bases sur lesquelles s'appuient les auteurs des articles, c'est aujourd'hui très très majoritairement des connaissances tirées des sciences humaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le management se théorise en s'appuyant sur les sciences humaines. Et donc, il est important du coup de penser le métier d'universitaire et de spécialiste des sciences humaines avec cette connaissance à l'esprit. Je crois que ça amène à repenser le métier et peut-être un peu la fonction de l'université dans trois perspectives. La première, c'est que on ne peut pas enseigner à ces gens-là des connaissances techniques. Ils en ont suffisamment. Ils ont fait généralement de très bons cursus. Par contre, ils sont en attente de compréhension. C'est-à-dire de concepts, de modèles d'analyse qui leur permettent de comprendre pourquoi on prend des décisions absurdes dans les organisations. Ça les intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et nous y trouvons, bien évidemment, tout à fait avantage et satisfaction à déconstruire des dogmes managériaux qui n'ont finalement, même du point de vue de l'entreprise, pas d'avantage facile à identifier. Alors, l'autre aspect de la remise en question du regard que les universitaires peuvent porter sur leur métier, c'est la posture professionnelle. C'est-à-dire que avec des personnes comme ça, je parle des étudiants qui ont l'expérience du management, avec des personnes comme ça, avant de parler et avant de faire autorité, il faut écouter. Il faut écouter. Et en fait, la légitimité et l'autorité du professeur, elle ne vient pas de la véracité de ses connaissances, elle vient de sa capacité, par les concepts, à éclairer les expériences vécues par les personnes en situation concrète. Ceci est extrêmement important. Alors, bien évidemment, et c'est la troisième idée, j'en terminerai là, bien évidemment, ça questionne aussi le métier d'universitaire. Parce que tous les universitaires n'ont pas appris à écouter. Et donc, peut-être qu'on pourrait aussi être amené à penser le métier d'universitaire avec plus de capacité d'écoute des pratiques réelles des acteurs avant de diffuser toute une série de connaissances qui semblent être mécaniquement nécessaires aux individus. Merci Norbert Alter. Emmanuel Etis, je sais que vous vouliez réagir. Est-ce que vous, quand vous travaillez à chercher des débouchés à certains étudiants de l'Université d'Avignon, vous rencontrez souvent des chefs d'entreprise comme Laurent Habib qui vous ouvrent les bras en disant « Venez, grâce à vous, on va mettre en œuvre des process non reproductibles, on va penser autrement et je ne trouve pas ça ailleurs qu'à l'université. » Est-ce qu'on vous dit Bien sûr, je vais vous rassurer. Voilà. Quand l'élan est en train d'être donné quand même, mine de rien. Oui, mais je vais vous citer même des lieux importants comme l'IUMM, les industries de la métallurgie. Ouais. C'était la première rencontre que j'ai eue quand je suis devenu président d'université et c'était le début de la crise. Et on m'a dit, franchement, en période de crise, nous, on veut absolument des étudiants de master d'université et les plus généralistes possibles parce que, vous voyez, le recrutement qu'on a des écoles d'ingénieurs, la formation est excellente. Ils sont adaptables en une semaine dans l'entreprise, ça marche très bien, mais dès l'instant où il y a une dérégulation du système, ils sont perdus. Un vrai problème. Or, vos étudiants, ils sont habitués à l'autonomie personnelle, à la curiosité, à la mobilité. Donc, finalement, dans une situation d'un monde en pleine dérégulation, la formation de l'étudiant d'université est sans doute l'une des plus intéressantes pour nous, entreprises. Moi, j'avoue que j'étais surpris, j'en ai fait quelque chose de cette parole. D'abord parce que c'est vrai que le retour que j'ai essayé de donner, c'est, oui, alors, sans doute dans les entreprises, j'ai fait part de mon étonnement. Faudra-t-il revoir aussi les fonctions de directeur des ressources humaines de ces entreprises pour pouvoir accueillir autrement nos étudiants, puisque j'entends partout qu'il faudrait apprendre à se vendre auprès des entreprises. Quel mot désastreux, se vendre auprès des entreprises. Alors que nous savons très bien dans nos universités que les gens qui ont un vrai talent, on parlait de talent tout à l'heure, une vraie expertise, une vraie recherche pointue, vous savez, la préoccupation de se vendre, ils ne l'ont pas vraiment, d'abord. Et je ne suis pas sûr que l'apprentissage de se vendre viendrait justement revendiquer ce qu'ils sont réellement. Vous savez, moi je crois à la recherche, je crois que Stephen Hawking est un modèle. Voilà. Je pense que quand on a ce modèle en tête, ça nous fait réfléchir vraiment à ce que doit devenir notre humanité et ce que nous devrions faire en termes de ressources humaines pour dire oui, ce que je recherche, c'est la différence. Oui, ce n'est pas une prise de risque, c'est un enrichissement de fait. Bon, alors, puisque je continue à faire l'avocat du diable, ce qui est un compte pour le directeur de la rédaction de l'Étudiant, on vient de sortir un supplément qui s'appelle Choisir l'université et qu'on diffuse dans toute la France sur nos salons. Mais enfin bref, il faut bien que quelqu'un joue la mouche du coche. Stephen Hawking, c'est un scientifique. Aujourd'hui, les universités de sciences en France, bien que dans le sondage d'ailleurs, la figure du savant soit avant tout celle du scientifique, bien avant celle du philosophe ou de l'écrivain, les étudiants ne viennent plus faire de sciences à l'université. Qu'est-ce qu'on fait ?
Je voulais juste réagir sur une chose, moins répondre sur les scientifiques. Vous parliez, en fait, il y a 3 choses que j'ai notées au fur et à mesure. Vous parliez de Phoenix, d'ELSA, des différents dispositifs. Bon, moi, la question que j'ai, c'est combien ? C'est-à-dire combien d'étudiants sont concernés par ces dispositifs ? Quelques dizaines. Quelques dizaines. Le problème se pose pour combien d'étudiants ? Voilà, quelques milliers. Donc, c'est pas un constat défaitiste, mais simplement c'est une manière de dire que le discours de M. Habib... Pour avoir enquêté, pardon de vous couper sur le sujet, à une époque, j'ai pas les chiffres de l'année dernière, tout l'enjeu du dispositif, et on avait d'ailleurs essayé, on continue à aider en cela, était d'arriver à faire le plein. Oui. Déjà. Non, mais déjà. C'est-à-dire avant de parler des milliers... Mais ça, j'allais y venir. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai problème, c'est que le discours de M. Habib, je l'entends, il me fait plaisir. Je ne crois pas que ce soit un discours forcément représentatif de tous les dirigeants d'entreprise. En fait, je suis même sûr de l'inverse. Pour une raison très simple, c'est que j'ai participé à la rédaction de la charte des compétences de l'Université de Paris-Sorbonne. Alors c'est un projet qu'on a mené en 2 ans, qui était fondé sur des études, des entretiens, etc., par un cabinet d'expertise qui a fait cette étude, qui a interviewé donc des chefs d'entreprise, des étudiants, qui a étudié les carrières des étudiants sur 15 ans, parce qu'on a un observatoire de l'insertion professionnelle à Paris 4. Bon, ce qui est ressorti de ça, c'est une incompréhension totale entre les étudiants, ou quasi totale, entre les étudiants et le monde de l'entreprise. Pas de mauvaise foi, une vraie bienveillance, celle qu'on peut sentir, pas forcément de la part des étudiants, mais d'où le mal qu'on a à remplir les effectifs de Phoenix. Et j'ai un certain nombre de mes étudiants qui sont sortis, et qui ont fait Phoenix, qui sont allés en entreprise, et 5 ans après, qui se sont remis à faire de la recherche ou à passer les concours d'enseignement. Donc ça veut dire que en amont, il y a quand même une incompréhension chez les étudiants, et il n'y a pas une culture du monde professionnel dans l'université, et c'est difficile. Parce que quand on parle aux étudiants, quand j'ai mes étudiants en première année, deuxième année, que je leur dis, vous savez, la grecque de philo, il y a 2% de réussite, peut-être qu'il va falloir aussi songer à faire autre chose en même temps, pour éviter le gouffre à Master 2, qui fait que pendant 5 ans, sur toutes les études du CEREC, par exemple, on le voit, pendant 5 ans, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien, ou alors ils ont des petits boulots. Après, ils s'insèrent bien, mais c'est à 5-10 ans. C'est-à-dire le temps de trouver une formation ou le temps de s'adapter eux-mêmes à ce monde-là. Donc l'université pourrait peut-être faire quelque chose pour changer leur appréhension de l'entreprise, et réciproquement, je ne pense pas que les entrepreneurs soient forcément représentatifs de ça. Et ensuite, très rapidement, sur 2 autres choses, sur une autre chose, on parle de professionnalisation, on dit à Arro sur la professionnalisation, il ne faut absolument pas des process techniques, etc. Mais il faut voir ce qu'on appelle professionnalisation, c'est-à-dire que dans toutes les expériences de professionnalisation qui ont été menées, il y en a une à Paris 4, par exemple, qui est un Master 2 de gestion des connaissances numérisées, qui est quelque chose qui fonctionne, qui a été créé par Jean-Michel Beignet depuis une 15aine d'années, qui fonctionne assez bien, qui insère bien ses étudiants. On n'a rien lâché sur la formation initiale. C'est-à-dire qu'ils ont la même formation en philosophie politique et éthique que les étudiants de Master Recherche. Absolument la même. Ils ont des stages en plus. Et ils ont des stages en plus, ils ont des contenus de formation en plus qui les rendent opérationnels. Les rendre opérationnels, c'est pas leur apprendre un process, c'est leur apprendre un vocabulaire, leur apprendre à lire un organigramme d'entreprise, à leur apprendre, voilà, c'est ce genre de choses. Mais ils sont évalués par les mêmes profs, avec les mêmes examens en Master Recherche. Donc, quand on parle de professionnalisation, je ne vois pas pourquoi on met une équation qui viserait à dire qu'on va vider la substance du master pour réinsérer quelque chose de professionnel. Et à ce moment-là, je serais totalement contre. Il y a différents modèles de professionnalisation. Je ne crois pas que ce soit un gros mot. J'étais pas des opposants, et pourtant c'est pas forcément dans mes affinités politiques, mais j'étais pas des opposants à la loi LRU, parce que je pense qu'elle posait une vraie question, une vraie bonne question, que la mission d'insertion professionnelle ou de professionnalisation des universités, et qui a un vrai problème cruel, parce que, et ça rejoint votre question, effectivement, la plupart de nos étudiants sont des étudiants en lettres, sciences humaines, sciences sociales, éventuellement droit et économie, mais c'est pas des étudiants de sciences. Alors même que le bac S triomphe, et alors même que visiblement les Français identifient le savoir au savoir scientifique avant de l'identifier à celui des littéraires, des sociologues, des psychologues, des anthropologues. Ménélétis, vous avez une...
Non, vous vous précipitez pas sur ma question, hein, messieurs. Là, il y a une crise du recrutement des scientifiques. Non, mais très simplement parce qu'on est en train de commenter un sondage qui est étrange. Non, une autre question là. Non, mais celle-ci est importante parce qu'on a fait exactement le même sondage pour préparer le film de campus à une petite différence près, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens quelles étaient les premières personnalités universitaires qui leur venaient à l'esprit. Et on tombe exactement sur le même résultat, c'est-à-dire qu'on nous cite d'abord Einstein et ensuite en général Marie Curie. Donc c'est exactement le même type de résultat, sauf qu'on leur a demandé derrière quelque chose de plus intéressant, je pense plus intéressant, qu'est-ce que faisait Einstein et qu'est-ce que faisait Marie Curie? Et là... Il y en a un qui faisait du violon, non, Einstein. Mais je vous jure que, non, les réponses sont peu courantes et sont surprenantes bien souvent sur ce que font Einstein et Marie Curie. C'est une question fondamentalement, parce que là on connecte au savoir, c'est-à-dire à la connaissance, comme disait M. Habib, verticale. En revanche, autre constat intéressant, quand nous avons demandé aux mêmes personnes quel est ils savent pas ce qu'ils font, mais prenons une profession, archéologue. Hein, on est dans les sciences humaines et sociales. Quel est le plus grand archéologue que vous connaissiez? Et bien souvent, le premier qui vient à l'esprit est un anthropologue, un archéologue de fiction, c'est Indiana Jones, justement. Oui, mais simplement, on sait ce qu'il fait. On sait ce qu'il fait. Vous voyez le distinguo entre les deux. Quand on parle de la tâche, représentation fictionnelle. D'où l'importance aussi d'avoir de vrais systèmes de représentation des savoirs et de ce que nous pourrons projeter dans les savoirs. Allez, on se fait une petite respiration. Ensuite, je vais passer la parole à la salle. Une respiration avec quelques extraits de ces films de campus dont vous parlez dans le livre. Waouh. Les chariots de feu. Will Hunting. Sorry. Le sourire de Mona Lisa. It's not on the syllabus. No, it's not. Come on, ladies. There's no wrong answer. There's also no textbook telling you what to think. It's not that easy, is it? Un homme qui n'a vécu La beauté que du pour diable. approfondir et enrichir les connaissances humaines. Notre cher doyen, le professeur Henri Faust. Et alors? L'étudiante. Toi, Frédéric. Moi, je te signale que ça fait 8 mois depuis Jean-Pierre. Chut. Avoue ta gueule. Hein. Oh. Voilà, on peut peut-être applaudir le montage qui a été assez remarquable, qui a été réalisé pour l'occasion de ces extraits de films de campus, avec ce personnage de Julia Roberts dans Mona Lisa, qui popularise pour tout un grand public, pas seulement un public d'étudiants, les questions dont on parlait tout à l'heure, voilà, sur la réponse n'est pas dans le manuel, il faut penser par vous-même. Ça a été dit beaucoup également pendant la première table ronde. On a commencé un petit peu en retard, on va essayer de finir à peu près à l'heure. Donc, si vous avez des interventions, des questions, des propositions pour alimenter ce débat sur quel élan l'université pourrait donner à la société, on voit bien à travers les propos tenus par les uns et les autres qu'il y a de la ressource du côté de l'université pour donner cet élan. Voilà, des questions tout au fond. Enfin, une pour l'instant. Bonjour. Oui, merci. Les universités sont de plus en plus confrontées à de grands défis et à de grandes difficultés que la loi, la LRU, sur les responsabilités, liberté et responsabilité des universités, n'a fait qu'aggraver. Alors, les déficits, baisse de niveau, concurrence entre les universités, pouvoir accru des présidents d'universités sans contre-pouvoir, baisse du moral des universitaires. Dans notre organisation, nous avons mené une enquête qui a montré que plus de 70% sont pessimistes. Tout ça est lié à la dégradation des conditions de travail, poids des tâches administratives, cloisonnement des formations,
répartition des moyens entre composantes sur des critères non objectifs. Comment voyez-vous la sortie de crise pour les universités? Et ne pensez-vous pas que l'intégration des classes prépa au sein des universités pourrait constituer une des solutions pour donner plus d'attractivité aux universités? Merci. Peut-être citer le nom de l'organisation. C'est la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche, SUPAutonome. Merci beaucoup. Et puisque nous avons, excusez-moi, nous avons un président d'université, je voudrais justement lui poser la question comment il juge les pouvoirs accrus des présidents d'université. Merci. Bon, alors on commence sur le pouvoir accru du président d'université et ensuite je pose la question aux autres sur à la fois comment sortir de la crise si vous avez une idée, vous faites l'analyse du fait que tout cela est en crise, et sur cette question très concrète de l'intégration des prépas aux universités. D'abord, je pense qu'il y a plusieurs universités en France et que dans chacune des universités, on pourra donner des réponses sans doute différentes aux questions, puisque c'est un positionnement politique que vous souhaitez. Ceci étant dit, pour vous répondre correctement, j'aurais besoin d'avoir un éclaircissement. Qu'est-ce que vous appelez pouvoir accru entre 2007 et avant 2007 des présidents d'université, ce qui serait très instructif pour pouvoir vous répondre. Parce que moi, j'ai plutôt senti un accroissement des responsabilités plutôt que des pouvoirs. Effectivement, aujourd'hui, les universités doivent gérer une masse salariale, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, elles doivent constituer, pour pouvoir être élues président d'université selon la LRU, des listes singulières où tous les secteurs de formation doivent être représentés, ce qui était une différence entre avant et après la LRU, puisque avant on pouvait présenter des listes en lettres et des listes en sciences et s'affronter pour être élu en tant que tel. Aujourd'hui, on a obligation d'avoir des listes qui correspondent à des projets d'université qui rassemblent toutes les disciplines. Derrière ça, franchement, j'aimerais savoir ce que vous appelez, parce qu'on entend beaucoup ça, y compris dans les médias qui répercutent cela fortement, ce que vous appelez pouvoir accru. Parce que vous pensez qu'avant la LRU, il n'y avait pas de répartition des moyens. Quand il y avait des créations de postes, à la fameuse époque où il y avait des créations de postes dans les universités, pouvez-vous me rappeler comment est-ce qu'étaient discutés les postes qui étaient créés dans telle ou telle composante? Nous sommes des universitaires, ayons de la mémoire. Je crois que c'est très important. Et appelons un chat, puisqu'on nous oblige à décrire à la fois la vérité. Je ne suis pas du tout polémique par rapport à ça, mais j'entends ça depuis longtemps. Moi, j'ai été élu la veille du passage de la LRU. Donc, je ne suis pas un président LRU, j'ai été élu la veille. J'ai pris mes fonctions la veille, donc j'ai dû me confirmer, j'ai été réélu. Et avant, j'étais vice-président du conseil d'administration. Sincèrement, très sincèrement, j'entends ça depuis très longtemps. J'ai entendu ça pendant les mouvements de 2009. Et à chaque fois que je pose la question, j'ai peu de réponses sur qu'est-ce que vous appelez les pouvoirs accrus. Bon, je vous tends vraiment la parole. Je pense que voilà, ça donne cet aspect silencieux, et j'aimerais aussi qu'on puisse se demander. Vous savez, on est des collègues les uns comme les autres. Je ne pense pas qu'il y a cette figure imposée du président d'université qui est soudain doté de super pouvoirs. Moi, vous savez, je suis parti. Et si on a on a commencé avec Damien Malinas, qui est ici, à écrire ce livre sur les films de campus, précisément au moment où Valérie Pécresse a commencé à penser à la réforme des universités, parce que nous étions très étonnés de voir dans son vocabulaire, un vocabulaire qui puisait dans un réservoir symbolique très proche des films américains de campus, justement. D'ailleurs, juste à côté du Collège de France, quand on est juste à côté, on voit un bâtiment en train d'être rénové, on voit le mot en bas, Opération Campus. On dirait un James Bond, Opération Campus. C'était très intéressant de voir avec quoi on réfléchit l'université. Et pour notre part, si on a insisté dans ce livre sur une troisième partie qui s'appelle Des hommes et quelques rares femmes d'exception, parce que on met rarement en scène les femmes à l'université, surtout quand elles sont des professeurs d'université, il y a vraiment des questions qu'il faut se poser. C'est que quand on a un réservoir de représentation, on peut mieux penser l'université. Et nous sommes un des rares pays où l'université, précisément, pour toutes les questions qui sont posées autour de cette table, est peu valorisée dans la société. Ça renvoie à la question qui est derrière. Peu valorisée à la
fois par rapport à l'argent qu'on consacre à l'université en général, mais peut valoriser aussi dans la fonction d'universitaire. On nous demande de résoudre toute une série de problèmes, mais par rapport à nos collègues précisément anglo-saxons, ou même des pays scandinaves, qui sont de vrais exemples par rapport à cela, les universitaires sont, et c'est pas pour rien qu'on a Indiana Jones, ce sont des héros. C'est-à-dire une valorisation sociale énorme, mais qui existe aussi, c'est les professeurs d'université juristes qu'on met en scène dans des films, chez des professions qui sont extrêmement valorisées. Qu'est-ce qu'on nous montre chez nous des professions universitaires dans nos systèmes de représentation, dans les médias, dans les films, dans les séries télévisées, et qu'est-ce qu'on montre aussi de nos étudiants? Franchement, c'est un grand vide. Si, on a un film d'Emmanuel Bourdieu, un fils de Pierre Bourdieu, il y a quelques années, qui s'appelle Les Amitiés Maléfiques, qui montre comment un thésard truque le passage de sa thèse et fait croire à ses amis qu'il est détenteur d'un grand savoir. Voilà. On a L'Auberge espagnole qui montre comment le système administratif français fonctionne pour envoyer des étudiants en Erasmus, où on attend pendant des heures pour pouvoir partir. Vous trouvez que c'est super valorisant? Je pense que ça pose de vraies questions pour repenser l'université française dans son ensemble. Changeons aussi les représentations et positivons-les. C'est très important. Ça donnera un impact de confiance sociale pour tout le monde, je pense. Je te dis, c'est vrai de l'ensemble du système éducatif, parce que quand on veut rêver de l'école qui marche, on fait l'élève du cobu ou les choristes, c'est-à-dire qu'on se retourne du côté de la nostalgie. Quand on veut montrer l'école aujourd'hui, ça fait entre les murs ou flûte, l'autre m'échappe, peu importe. Enfin, en tout cas, des films, la journée de la jupe, qui ne sont pas des films extrêmement optimiste. Comment sortir de la crise? Et puis sur les prépas, je ne sais pas si vous souhaitez vous exprimer particulièrement. Non, sur les prépas, en un mot, il ne faut pas non plus tout confondre. Pour les prépas littéraires, en tout cas, nous récupérons à l'université beaucoup de personnes qui n'ont pas pu intégrer l'école normale supérieure. Et ce sont des personnes qui sont bien formées. Mais de façon plus générale, sur la crise de l'université, la question c'est de savoir si, il y a une crise, et puis deux, comment traiter la crise en question. Alors, je pense que les uns et les autres, on peut faire un constat de certaines insuffisances. Je ne sais pas jusqu'où il faut parler de crise au sens propre du terme, mais d'insuffisance, en particulier dans les 2 premiers cycles des universités, premier et deuxième cycle. Mais pour les 3e cycles, les masters 2, on a aujourd'hui une capacité de professionnalisation qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années, qui est très ouverte sur les besoins des entreprises, à tel point que beaucoup de gens issus des grandes écoles viennent chercher, comme on dit, un master 2 dans les universités. Je crois que dans la perspective que vous évoquez à l'instant, je pense que ce serait important de savoir mettre en évidence ce type de réussite, ce type d'ouverture des universités par rapport au monde économique. L'autre question, c'est comment on traite la crise. Alors, est-ce que c'est en définissant de nouvelles règles, ou est-ce que c'est en investissant autrement les règles qui sont celles qui existent aujourd'hui? D'accord, vous souhaitez nous laisser partir avec cette question. Laurent Habib, il y a un certain nombre d'universitaires dans la salle, voire de présidents d'université, voire de présidents de la conférence des présidents d'université, puisque Louis Vogel, qui va conclure cette journée, nous a rejoints. Je sais que ça peut coûter des fortunes, ces trucs-là, mais voilà, si vous deviez faire une campagne de revalorisation ou de valorisation, ou quelque chose qui dise à l'université, il y a des pépites, qu'il y a plein d'endroits où ça marche formidablement. Comment vous attraperiez le truc? C'est fast pub. Je sais pas. Oh, c'est pas si fast que ça, parce que vous connaissez le monde de l'université. Non, moi, je dois vous voulez que je passe la parole à Geoffroy Lauveau pendant 5 minutes? Oui, ce serait pas mal. Mais je fais ça. Et puis moi, je réfléchis, mais j'ai juste. Non, il faut vous dire que c'est moi qui ai fait le logo de la conférence des présidents il y a 10 ans ou 15 ans. Et je sais pas si vous en rappelez, mais je suis très heureux d'avoir fait votre logo. Je trouve que c'est énorme déjà comme apport. Hein. C'est cher, oui. C'est énorme. Non, il est en train de vous dire ça parce qu'il est en train de dire 10 ans, il faudrait peut-être le refaire. Geoffroy.
Non, j'ai pas grand-chose à dire sur je suis assez d'accord sur l'idée de la crise. C'est que je suis pas vraiment certain qu'il y ait une crise fondamentalement dans l'université française ou dans l'université en général. Je pense que ce qu'on oublie beaucoup, c'est que l'université a été massifiée, c'est-à-dire que on a eu de plus en plus d'étudiants. C'est simple à retenir, hein, c'est parti de 300 000 dans les années 60 et ça a doublé tous les ans jusqu'aux années 90. Donc voilà, prenez n'importe quelle organisation qui subit un tel assaut et demandez-vous comment elle peut intégrer progressivement, transformer ces formations, accueillir ces personnes et répondre à des défis qui sont effectivement contradictoires. C'est aussi simple que ça. Donc tout le monde tape sur l'université en disant que l'université, il y a une baisse de niveau, baisse de morale, si je reprends votre vocabulaire, des déficits, des choses comme ça. Et dès qu'il y a une réforme, alors il y en a eu quelques-unes en France, c'est peut-être aussi pour ça, dès qu'il y a une réforme, on tape sur la réforme en disant que c'est elle qui a précipité la chute de l'université. Mais je crois pas. Je pense que l'université est une vieille dame qu'on a malmenée parce qu'on l'a démocratisée, massifiée, c'était une bonne chose, hein, mais simplement elle réagit bien. Voilà. Donc en somme, les universités vont mieux que les universitaires. Je sais pas si les universitaires vont mal. Non, mais si tant est qu'il y a une... Si, il y a eu l'expression, ça pardon de mettre mon grain de sel, mais pour avoir assisté à des assises enseignement supérieur recherche, et pas seulement à Paris, en région notamment, il y a quand même l'expression de la part des enseignants-chercheurs d'un certain nombre de difficultés quotidiennes, très concrètes, très immédiates. Je pense que si vous faites mais en revanche, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de doutes sur le sens et les missions de l'université U majuscule, comme vous le dites là. Il y a oui, mais je pense que si vous faites un panel des métiers depuis une dizaine d'années, il n'y a pas beaucoup de métiers qui vont très bien non plus. On est dans un contexte qui est pas facile, qui est concurrentiel. Pour les universitaires, c'est très clair. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas beaucoup d'évolution, il n'y a pas de... Oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils vont moins bien que les autres ? J'en suis pas fondamentalement certain. Mais moi, je voudrais exprimer une idée qui est peut-être un peu paradoxale, qui est la suivante, c'est qu'en fait, la valeur vient dans la société moderne du savoir. Et le savoir aujourd'hui, il n'a pas les mêmes logiques de production qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Et notamment, il y a une logique de coproduction du savoir et d'ouverture du savoir. Et la difficulté, c'est que l'entreprise, elle doit faire le jeu de l'université doit faire le jeu de l'entreprise en acceptant de fournir cette composante clé du développement de la valeur qui est le savoir. Et ça, c'est une difficulté parce qu'en fait, c'est un jeu qui est plus compliqué, la relation avec l'entreprise. Parce que notamment, ça suppose de ne pas accepter les logiques trop destructrices de ce qu'on appelle la professionnalisation. Ça suppose de jouer le jeu du savoir au sens le plus absolu, c'est-à-dire de recherches approfondies qui sont mises à disposition de l'entreprise chaque fois que c'est possible. Et aujourd'hui, on a réfléchi à cette liaison entre l'université et l'entreprise seulement dans l'univers de la recherche scientifique, parce qu'on a un prisme sur l'économie qui est malheureusement tourné vers l'innovation technologique comme étant la base de la richesse et de l'industrialisation. Or, ce prisme est un prisme absurde et partiel. La difficulté, c'est qu'il faut ouvrir la relation de l'entreprise et de l'université avec l'entreprise, ailleurs que dans le domaine des ruptures technologiques susceptibles de créer de la valeur. Donc on a pensé les pôles de compétitivité en disant très bien, il faut un pôle optique avec une université qui est spécialisée en optique, mais on n'a absolument pas réfléchi au lien qu'on pouvait faire entre des réflexions sur des sciences humaines, la philosophie, de l'ethnologie et des très grandes entreprises qui ont besoin de ces savoirs pour arriver à recréer de la valeur. Et donc ça, c'est une difficulté considérable parce que ça veut dire qu'on peut être au cœur d'une société des savoirs. Vous savez que donc j'ai écrit un livre qui s'appelle La force de l'immatériel, et aux États-Unis, le concept d'immatériel n'existe pas. Et ils appellent ça les intellectual capital. Et en fait, ça me travaille depuis pas mal de temps. Et je pense qu'en fait, la question, c'est comment arriver à construire des actifs dans l'entreprise qui sont basés sur la connaissance et sur le savoir. Et là, l'entreprise, elle a la possibilité de s'appuyer avec l'université à condition qu'on apprenne à faire ce lien et que les pouvoirs publics rendent possible un lien intelligent entre l'entreprise et l'université. Et une fois encore, la solution, c'est pas la professionnalisation,
c'est au contraire une réflexion de positionnement ardu et exigeant de l'université et de rapprochement avec les entreprises qui sont les plus exigeantes elles-mêmes pour arriver à survivre dans le système économique. Alors voilà, ça c'est un sujet vraiment très important pour nous. Et peut-être pour être un peu concret et pour finir, juste un mot, pardon. Oui, il faut que je finisse, c'est ça. Mais en fait, pendant très longtemps, vous savez, pour tous ceux qui aiment bien les cours faciles d'économie, on a montré que le rôle des pouvoirs publics était d'aider les pans de l'économie qui n'étaient pas immédiatement rentables ou qui avaient des seuils de rentabilité qui n'étaient pas ceux du privé. Alors, aujourd'hui, la grande difficulté, je pense, elle est un peu la même, c'est qu'il faut faire le lien. Il faut faire le lien entre des systèmes qui produisent des savoirs et les besoins réels des entreprises. Et tout à l'heure, vous citiez ce sujet qui me passionne, qui sont les 5 années que passent les gens qui ont des formations vraiment approfondies à l'écart de l'entreprise et qui ne trouvent pas des solutions. Et en fait, moi, par exemple, je vous dis, ça, c'est un sujet majeur. Voilà, ça, c'est un sujet absolument majeur. C'est qu'on n'a pas trouvé des systèmes qui existent et qui permettent de faire le début dans l'entreprise. Le début dans l'entreprise est très problématique, en particulier pour les gens très bien formés et qui ont été formés avec des savoirs approfondis. En fait, les pouvoirs publics, ils devraient travailler sur ces points de rupture et ces points de liaison plutôt que de nous balancer toute la journée une vision qui est une vision très partielle de l'économie, et notamment uniquement basée sur l'innovation technologique. On va crever si on ne produit que ça dans notre politique publique de l'université et de l'économie. Merci. Louis Vogel, on a commencé avec un quart d'heure de retard. Vous êtes super pressé ou on peut prendre encore quelques petites minutes? C'est possible? Allez. Donc Emmanuel Etis, en 2 mots. Est-ce que simplement, dites-moi s'il y avait d'autres interventions souhaitées? 1, 2... Ok. Alors, Emmanuel, juste une seconde. Alors, je voudrais qu'on vous entende. J'ai 3 petites choses à dire très très rapidement. La première, c'est que, pour revenir sur ce que disait notre collègue tout à l'heure, nous aujourd'hui, président d'université, on va négocier auprès de l'État nos budgets. S'il y a une chose qui est tout à fait sûre dans nos universités, c'est que le fait d'avoir bien conscience des budgets des universités aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a de grandes différences, notamment dans les dépenses qui sont promises pour chaque étudiant français. Il y a des universités qui ont 3 900 € pour faire fonctionner leurs étudiants de dépenses par étudiant, et d'autres 100 000 en France. Je pense que cette différence-là doit nous interroger tous, parce que j'estime que tous les enfants de 100 000 par étudiant. La FEMIS consacre 100 000 € pour ses étudiants. Par étudiant. Par étudiant. Par étudiant. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça quand même. Oui, d'accord, mais on est dans un système qui doit nous interroger, parce que j'estime que tous les jeunes de France devraient avoir le même coût qui leur soit consacré. Ça devrait être vraiment un défi pour l'avenir. La deuxième chose, en parlant des entreprises, c'est que le premier lien est là aussi financier. Je me suis longtemps battu à la CPU pour cela, oui. Chères entreprises, vers ces nouveaux taxes d'apprentissage. C'est très intéressant, c'est un lien financier qui nous permet aussi de converser par rapport à ça. 1 milliard reste bloqué aujourd'hui dans les chambres de commerce, c'est absolument inacceptable. La troisième chose, le temps de l'université est une formation de l'individu. Il ne faut pas oublier que c'est un moment d'ébullition. Je tiens à rappeler qu'on forme des individus et qui pensent à tout un tas d'autres choses pendant leurs études universitaires. Je voudrais juste rappeler ce très beau film qui s'appelle Bad Teacher, où on a affaire à un petit jeune homme qui est en 6e et qui est amoureux d'une jeune fille, parce que c'est très important, cette chose-là. Et la jeune fille, visiblement, s'intéresse pas à lui, elle s'intéresse à des mecs beaucoup plus musclés. Et sa professeure va le voir, la bad teacher, et lui dit, mais t'en fais pas, tu es un poète, cette fille est superficielle, elle s'intéresse qu'à des jeunes qui ont des gros bras. Et l'élève, soudain, est consolé, il dit, mais c'est formidable, merci de ce compliment. Et la bad teacher lui dit, non, c'est pas un compliment, je suis en train de te dire que tu vas en baver encore pendant quelques années, parce que être poète, être intelligent, c'est pas du tout ça. Alors le jeune lui dit, la 4e alors, la 3e? Il dit, non, je crois qu'un mec comme toi, le bon créneau, ce sera l'université. Merci beaucoup. Je tiens à dire que quand vous dites que être étudiant, c'est pas seulement une expérience qui se joue dans les amphis, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite vivement à aller voir les vidéos que réalisent les étudiants de l'Université d'Avignon. Non seulement pour parler de la... oui, c'est de la pub, mais bon, ouais, ça va, je peux. Tout le monde a fait de la pub autour de la table. Allez, mais c'est moi qui vous en faites pas, c'est moi qui l'a fait. Non, c'est des petites vidéos absolument succulentes, à la fois sur la vie de l'université. Il y en a notamment une sur le fonctionnement des bibliothèques universitaires, qui avait beaucoup buzzé il y a 2-3 ans, qui continue, et sinon sur... présentation des universités par les étudiants de l'Université d'Avignon en vidéo sur le site de Choisir Avignon. C'est meilleur communicant, et c'est pas cher. Voilà. Ça, c'est la pub la meilleure. Non, c'est moi qui vous l'ai faite. C'est même pas vous qui avez le conseil des tiers. 2 interventions, si possible très concises. Oui, alors ça va être très rapide. Donc c'est par rapport à ce que disait Monsieur Habib. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Simplement, peut-être qu'on a voulu trop opposer dans notre société
le savoir et le travail. Je viens du monde de l'entreprise et que peut-être on s'occupe du travail un peu trop tard. Il faudrait peut-être s'en occuper un peu trop tôt, ce qui n'empêche pas d'accéder au savoir. Donc ça, c'est peut-être une problématique de société qui est un peu plus vaste. Et si on l'abordait de cette façon-là, peut-être qu'on aurait davantage de solutions. Merci beaucoup. Si vous voulez réagir, Laurent, vous... Non ? Alors, deuxième... Non, juste derrière. Oui, bonjour. Donc juste une question rapide. Donc Jérémy de PDE. Vous avez parlé tout à l'heure de l'université ne doit pas copier les écoles. Il doit y avoir une vraie différenciation entre plus ou moins entre les deux systèmes. Alors je me pose la question, que pensez-vous justement des formations de master en ingénierie qui au final sont des formations copier-coller d'écoles d'ingénieurs? Vous n'en avez pas, vous? Si, on a qu'est-ce que vous en pensez? des formations du bien, c'est pas du copier-coller, elles se situent dans une université, c'est-à-dire un lieu où se conjuguent tous les savoirs. Quand je parle d'université, je parle d'université pluridisciplinaire, pas de faculté. Bon, merci beaucoup à tous. On va donner le mot de la fin à Laura, si vous voulez bien, parce que je trouve qu'elle dit quelque chose d'assez joli sur ce à quoi servent à la fois l'université et le savoir. Ça me permet de réfléchir par moi-même, d'avoir une autonomie de pensée, de pouvoir être libre. Voilà, être libre. On va terminer, si vous voulez bien, là-dessus. Je voudrais qu'on remercie nos intervenants, Geoffroy Levaux, Laurent Habib, Emmanuel Etis, Norbert Alter. Merci à vous. Pardon d'avoir donné la parole tardivement à la salle, mais on a été un petit peu pris par les délais. Pardon à Louis Vogel et merci pour son indulgence, puisque je vous passe la parole avec quelques minutes de retard pour la conclusion. Oh. Il est tard, je serai bref. Madame la présidente des presses du ministère de France, monsieur le président du fonds Colt GMF, merci. Chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter toutes les excuses pour n'avoir pas pu suivre le colloque depuis son début, mais aujourd'hui, c'était pas allumé. Et j'ai réussi à faire ce bruit-là. Non. D'accord. Donc, ce que je vous prie de m'excuser de n'avoir pas pu suivre le colloque depuis le début, puisque j'étais retenu à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'un nouveau texte de réforme des universités est en préparation, qui devrait prendre donc la suite des assises, et il faut défendre la place des universités au sein de la nouvelle législation. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que pour nous, pour la conférence des présidents d'université, ce colloque allait vraiment de soi. Il part de la question à quoi sert le savoir? Et c'est une question que les presses universitaires de France avaient posée dans un petit livre publié à l'occasion du 90e anniversaire de cette maison illustre. Moi, j'aurais volontiers ajouté à cette question celle de comment produit-on le savoir et comment diffuse-t-on le savoir? Les universités, vous le savez, sont au cœur du système d'enseignement supérieur, de recherche, mais la mission des universités, c'est pas seulement la formation et la recherche, c'est aussi la valorisation, la diffusion de la science dans la société, et souvent on l'oublie. Alors, comment rendre compte des recherches menées, des nouveaux savoirs créés? Comment rendre ces savoirs intelligibles pour l'ensemble de la société? Comment entretenir l'appétence des jeunes et des moins jeunes pour la science? Tout ça, ça relève des missions de l'université. Alors, à ce propos, on parle parfois de vulgarisation, comme si c'était une mission un peu secondaire. Moi, j'aime pas beaucoup ce terme, parce qu'il insiste beaucoup sur la césure entre les enseignants et les enseignés, sur ceux qui professent et ceux qui apprennent. En réalité, je pense que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les universités ont changé. Leur image a changé.
Nous voulons véritablement nous inscrire au cœur de la société. Trop longtemps, nous en avons assez d'être ghettoisés. On veut reprendre notre place, comme ça se fait dans beaucoup de pays du monde. Et à ce propos, je voudrais remercier Emmanuel Etis, qui, au sein de la conférence des présidents d'université, œuvre beaucoup pour faire évoluer ce que tout à l'heure on a appelé les représentations de nos institutions. Son ouvrage sur les films de campus a vraiment dépoussiéré l'institution, même si, j'ai bien compris, la plupart des films montrent des universités anglo-saxonnes. Mais je pense que c'est la poule et l'œuf. On ne montre pas assez nos universités, donc on ne parle pas assez de nos universités. Mais comme on ne parle pas beaucoup de nos universités, personne n'a envie de montrer nos universités. Mais je pense que tout ce mouvement, il faut casser cette spirale. Et je crois qu'il faut que nous reprenions notre place au cœur de la société. De ce point de vue, la crise économique devrait être un stimulant, parce que les gouvernants, tout à l'heure, c'est ce qui s'est dit, ont de plus en plus conscience que pour sortir de la crise, il faut investir dans la recherche, dans l'innovation, dans le savoir, et donc ça passe nécessairement par les universités. Il reste encore beaucoup à faire, en particulier dans le domaine de la création, de fiction, dans cette volonté de réveil de la société française. Il reste beaucoup à faire pour susciter un véritable désir d'université. Moi, je sais bien que beaucoup de parents, c'est ça la société réelle, rêvent encore que leurs enfants aillent dans les classes prépa et évitent à tout prix l'université parce qu'on voit ça comme le pire des lieux. Mais je crois que c'est en train de changer. En tout cas, nous, à la conférence des présidents d'université, on veut que ça change. Alors, de ce point de vue, Jean-François Ballaudet s'est fait un peu le chantre de la responsabilité sociétale des universités. Et je crois que là aussi, la CPU veut cesser de parler simplement de ses problèmes professionnels. Elle veut s'adresser à la société française pour essayer de lui dire que ce que les universités sont prêtes, sont capables de rendre comme service à cette société, dans toutes ses composantes. De ce point de vue, Universcience a un rôle de premier plan à jouer. Je sais que Claudie Aigneret, qui était aux assises ce matin, a participé au débat de cet après-midi. Et je voudrais la remercier et la féliciter du lancement, je crois, la semaine prochaine, du second Forum international de l'agriculture scientifique, technique et industrielle. Je crois que ce sont ces initiatives-là qui vont nous permettre de nous faire connaître. La conférence des présidents d'université est convaincue de l'importance du sujet dont vous avez traité aujourd'hui, au point que nous en avons fait l'une de nos propositions phares. Vous savez qu'on a fait toute une série de propositions, mais 17 sont plus importantes, sont fondamentales. Et dans ces 17, il y a la place de la science dans la société. Je voudrais simplement vous lire le texte que nous avons soumis aux assises et qui montre la direction dans laquelle nous voulons aller. L'activité de diffusion des savoirs doit être réaffirmée comme une mission fondamentale des universités et reconnue à part entière dans les carrières des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça fait partie de nos missions. La CPU est favorable à la création d'une structure destinée à organiser le pilotage scientifique, logistique et déontologique de l'expertise, ainsi que sa valorisation dans les universités. Elle incite à la création d'une haute autorité d'expertise scientifique qui aura un rôle d'alerte, notamment en matière de santé et d'environnement. Les universités sont prêtes à relever le défi. C'est la première fois que nous nous adressons comme ça directement à la société. Elles sont prêtes à relever le défi, mais elles ont besoin d'accéder au public. Elles ont besoin de lieux publics, d'espaces pour faire entendre leur voix. Et je voudrais très sincèrement remercier l'EPUF et la GMF d'avoir pris cette initiative. Et si j'ai bien compris, qu'ils sont prêts à répliquer dans toutes les universités volontaires pour recevoir ces débats chez elles. Je remercie bien sûr aussi le Collège de France, son administrateur, Serge Haroche, qui n'est pas là, mais pour une excellente raison, puisqu'il est en train de recevoir son prix Nobel, la directrice générale des services du Collège, Marilène Meston-Buren, et tous les personnels qui nous ont accueillis aujourd'hui. C'est ici qu'il fallait que ce colloque se tienne. Enfin, je remercie les modérateurs, les participants qui ont bien voulu intervenir et susciter ces désirs de savoir qui sont au fondement de la société de la connaissance, dont tout le monde parle, mais que nous sommes chargés de bâtir aujourd'hui et maintenant en France. Merci.
This morning, we begin our third required reading of the semester, the study of a novel that offers everything and an author who could have offered much more. Archaeology is the search for fact, not truth. If it's truth you're interested in, Dr. Tyree's philosophy class is right down the hall. So forget any ideas you got about lost cities, exotic travel, and digging up the world. Vous allez me préparer le contrôle fiscal, droit du contribuable. Mon père s'est suicidé à cause d'un contrôle fiscal. C'est vous dire si je suis concerné par la question? And 1.74 H bar, okay? The uncertainty principle. It proves we can't ever really know what's going on.